Les moteurs thermiques peuvent être classifiés en deux catégories principales, qui sont les moteurs à combustion interne et les moteurs à combustion externe. Dans la partie des moteurs à combustion interne, nous avons étudié trois types de moteurs, à savoir le moteur à essence, dont le fonctionnement est décrit par le cycle de Baudrot-Chasse, appelé aussi cycle d'Otto, le moteur diesel décrit par le cycle diesel, ainsi que la turbine à gaz qui peut être modélisée par le cycle de Joule ou de Brayton. Dans cette partie des moteurs à combustion externe, nous allons nous intéresser à l'étude des cycles théoriques des moteurs Stirling et Ericsson, ainsi qu'à l'étude des cycles de machines à vapeur. Commençons par le moteur de Stirling. C'est un moteur qui a été inventé par le mécanicien écossais Robert Stirling en 1816. Le fonctionnement de ce moteur est décrit par le cycle de Stirling. Mécaniquement, ce moteur forme un système fermé où le fluide qui circule et l'air est contenu dans une enceinte fermée et chauffé à partir d'une source de chaleur extérieure, ce qui autorise tous les types de combustibles. De plus, le rendement théorique de ce cycle est égal au rendement de Carnot, c'est ce qui explique la fascination qu'il exerce sur de nombreux chercheurs et ingénieurs. Il existe plusieurs types de moteurs Stirling, tels que le moteur alpha ou bêta, etc. Pour l'illustration, ici on ne donne que le schéma du moteur alpha, appelé aussi moteur bicylindre. Donc, comme vous voyez sur la figure, ce moteur comporte deux cylindres. À ces deux cylindres sont associés deux pistons et un régénérateur qui sert à absorber ou à restituer la chaleur au cours du cycle. À un cylindre ou à ce cylindre est associé une source de chaleur chaude représentée par le rouge ici, et à cet autre cylindre est associé un circuit de refroidissement, c'est-à-dire une source de chaleur froide. Le couplage cinématique de ces deux pistons permet le passage du fluide d'un cylindre à l'autre. Le cycle théorique qui décrit le fonctionnement du moteur Stirling peut être composé de 4 processus irréversibles et peut être visualisé sur le diagramme PV, P en fonction de V, c'est-à-dire le diagramme de Clapeyron sous cette allure. Donc, commençons par le point 1, ici. De 1 à 2, on a une détente isotherme. Sur la machine, ça correspond à la situation où le gaz froid est chauffé dans cette zone ou ce cylindre chaud. Le gaz chauffé va fournir un travail en poussant le piston associé à ce cylindre chaud vers l'autre cylindre. Pour la deuxième étape, du point 2 au point 3, on a un refroidissement à volume constant, c'est-à-dire un refroidissement isochore. On remarque que le fluide chauffé va se déplacer vers la partie ou vers la zone froide, c'est-à-dire vers le cylindre froid. Ce déplacement est assuré par le couplage mécanique de ces deux pistons. Et en passant par le régénérateur, le gaz qui passe cède de la chaleur au régénérateur. Ensuite, pour la troisième étape, du point 3 au point 4, on a une compression isotherme. Donc, on remarque que sur la machine, le fluide ici chauffé, refroidi, se contracte ensuite à une température constante puisqu'on est dans une transformation isotherme, se contracte en poussant ce piston ou en attirant ce piston vers le haut.
Ensuite, la dernière étape qui achève le cycle et qui nous ramène vers le point initial, c'est-à-dire l'étape 4.1, correspond à un chauffage isochore. Et là aussi, le couplage mécanique de ces deux pistons permet le passage du fluide froid vers du fluide froid dans le cylindre froid vers le cylindre chaud. En passant par le régénérateur, il récupère la chaleur déjà emmagasinée dans le régénérateur. On peut dire finalement que le cycle de Stirling comporte deux transformations isothermes et deux transformations isochores. Passons maintenant au calcul du rendement du cycle de Stirling. Donc pour faire ce calcul, il est nécessaire de déterminer le bilan d'énergie pour chaque transformation ou chaque étape du cycle et donc utiliser le premier principe de la thermodynamique qui dit que au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de l'énergie interne ΔU est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés avec le milieu extérieur au cours de cette transformation. Pour la première transformation, qui est la détente isotherme, puisqu'on est dans une transformation isotherme, la variation d'énergie est nulle, delta U12 égale à 0, donc Q12 égale à l'opposé du travail, W12, qui est égal aussi à l'intégrale de PDV de 1 jusqu'à 2, qui est égal à nRT1 ln de V2 sur V1. Ensuite, pour le refroidissement isochore, puisque la transformation est isochore, donc le volume ne varie pas, ce qui veut dire que le travail est nul. Donc, comme vous voyez là, W23 égale à 0. Donc, la variation d'énergie n'est égale qu'à la quantité de chaleur Q23 échangée lors de cette transformation, qui est égale, selon la première loi de Joule, à NCV T3 moins T2. Donc NCV fois delta T, c'est la première loi de Joule. CV étant la capacité thermique à volume constant et N, c'est le nombre de moles. Ensuite, pour la compression isotherme, donc comme pour la première transformation de 1 jusqu'à 2, delta U est nul, variation d'énergie est nulle, et donc Q34 égale à l'opposé du travail est égal à nRT3 ln de V4 sur V3. Donc puisqu'on a deux transformations isochores, on remarque que V4 égale à V1 et que V3 égale à V2. Donc en remplaçant, on pourra écrire, où l'expression devient moins nRT3 ln de V2 sur V1. Et finalement, pour la quatrième transformation, qui est le chauffage à volume constant, là aussi le travail est nul puisque le volume est constant, donc delta U41 égale à Q41 égale aussi à NCV delta T selon la première loi de Joule. Puisqu'on a deux transformations isothermes, T1 égale à T2, c'est la même température, et T4 égale à T3. Si je remplace, on obtiendrait moins NCV T3 moins T2, qui n'est autre que l'opposé de Q de 3. Donc, ceci veut dire que Q41 égale à moins Q de 3. Ici, sur le cycle, Q41 égale à moins Q de 3. C'est normal parce qu'on est dans le cas d'un régénérateur parfait. Donc, toute la chaleur cédée lors de cette transformation, de ce refroidissement isochore, est récupérée lors de ce chauffage isochore. Donc, en passant ici à l'expression du rendement, donc comme nous avons déjà vu, le rendement est égal au rapport du travail sur la chaleur fournie ou reçue sur un cycle. Donc, l'expression du travail fourni est égale à la somme des travaux de compression
de détente W12 et de compression. Et ces travaux sont égaux à l'opposé de la chaleur, c'est-à-dire moins Q12 moins Q3, 4. Et la chaleur reçue sur un cycle, donc la chaleur que reçoit le gaz, c'est Q41 plus Q12 plus Q23. Et comme j'ai déjà précisé, le Q41 est égal à moins Q23 puisque le régénérateur est parfait. Donc la chaleur à fournir au gaz ne vaut plus que Q12. Ces deux termes sont réduits. Q41 et Q23 seront réduits. Ce qui reste, c'est Q2. La chaleur reçue par le système, notée Q2, est égale à Q12. Si je remplace dans l'expression du rendement par W et Q2 par les expressions qu'on vient de déterminer, j'obtiendrai l'expression suivante. Rendement égal à 1 plus nRT3 ln de V2 sur V1 divisé par moins nRT1 ln de V2 sur V1. Puisque NR ln de V2 sur V1 sera réduit, ce terme il sera réduit, ce qui reste c'est le rendement de Stirling égal à 1 moins T3 sur T1. Ce rendement est égal au rendement du cycle de Carnot avec T3 correspondant à la température de la source froide et T1 correspondant à la température de la source chaude.